LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. Les parfumeurs le savent bien. Perdre son odorat, ce n'est pas anodin. Ne plus sentir un plat qui mijote, ni le goût d'un bon vin, ni l'odeur de ses proches. Les conséquences sur la qualité de vie sont considérables. Pourtant, ce trouble était sous-estimé. En fait, il faut le perdre pour se rendre compte à quel point on a eu la chance jusqu'à présent de pouvoir respirer toutes les odeurs du monde sans cesse. Avec l'épidémie de Covid-19, tout a changé. La perte de l'odorat est l'un des symptômes les plus fréquents de la maladie. Elle touche plus de 70% des personnes infectées. Alors, face à l'explosion des cas, chercheurs et médecins organisent la prise en charge. C'est incroyable à quel point les choses vont vite désormais parce qu'on donne une priorité à un problème mondial. Pourquoi l'odorat est-il un sens si précieux? Comment le retrouver? C'est le thème de ce nouveau numéro d'État de santé. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État de santé. On va s'intéresser à un mot qu'on a découvert à l'occasion de la pandémie, c'est l'anosmie. C'est la perte de l'odorat et ça a touché en tout 5 millions de personnes. C'est considérable et l'anosmie, eh bien depuis on s'y intéresse de très près, on découvre que c'est une pathologie passionnante et que ce sens, l'odorat, est plein de ressources, il est même un peu mystérieux. Bonjour Raj Gurden. Bonjour Elisabeth. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste des troubles de l'odorat. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi d'ailleurs un jour vous êtes intéressé à ce sens. Mais alors, je voudrais tout de suite vous poser une question parce que ça dira sans doute, ça aura des résonances chez ceux qui nous écoutent. Chez nos proches qui ont perdu le goût pendant la pandémie, eh bien il y en a beaucoup qui s'appliquaient à mettre des odeurs sous leur nez pour récupérer le goût. Confusion ? Oui. La confusion est même sémantique, puisque quand on parle de goût, en fait, on parle de tout cela, alors que le goût sur la langue, c'est ce qu'on appelle la gustation. Donc les 5 saveurs. Par exemple, on déguste un repas salé, sucré, on va reconnaître des saveurs amères, acides, et puis aussi le umami, qui est le glutamate dans les sauces asiatiques. Ça, c'est les saveurs. Il y a 5 saveurs seulement. Mais imaginons qu'on mange une soupe avec une couleur orange et que on ait dit que cette soupe elle est salée. Comment déterminer s'il y a de la carotte dedans, de la tomate, du navet, du potiron? Ça, c'est le nez qui va faire ce travail. D'où la confusion entre le goût et l'odorat. Et en fait, les deux travaillent en même temps et déterminent en fait des paramètres très très importants pour notre alimentation, par exemple. Et si j'ai le nez bouché en hiver parce que j'ai un petit coup de froid et que j'ai beaucoup de mucus qui me coule dans le nez, j'ai plus donc d'odorat, je suis incapable de dire s'il y a du poireau dans la soupe que je suis en train de manger. Par contre, je peux dire si c'est salé ou pas. Alors, vous nous direz comment on perd l'odorat, etc. Mais une fois qu'on l'a perdu, sur les conséquences, c'est pour donner la mesure de l'importance de ce sens. J'ai cru comprendre qu'on pouvait même faire des dépressions parce qu'on n'avait plus son odorat. Tout à fait. C'est pourquoi? Oui, parce qu'on commence par cette information olfactive que l'on sent dans notre nez, mais ensuite, derrière, il y a tout le traitement cérébral. Et dans ce traitement cérébral, les informations olfactives vont engendrer en fait de multiples émotions extrêmement puissantes et aussi des mémoires. Et c'est ce qu'on appelle aussi les madeleines de Proust, quand on fait appel à Marcel Proust, qui mange sa madeleine une fois qu'il est adulte. Il va se souvenir de son enfance avec des émotions et des mémoires extrêmement puissantes. Donc imaginez une personne anosmique qui a perdu cette capacité de reconnaissance des odeurs, forcément, il y a moins d'émotions, moins de plaisir et potentiellement un danger de dépression. Alors, comment on peut perdre l'odorat? On va voir ça juste après, mais on va d'abord voir votre portrait. Raj Gurden est directeur de recherche en neurosciences au CNRS. C'est un spécialiste de l'olfaction. Il travaille au sein du laboratoire de biologie fonctionnelle et adaptative sur la représentation des odeurs par le cerveau et les interactions entre la prise alimentaire et l'olfaction.
Afin de venir en aide aux personnes anosmiques, avec l'association anosmi.org, il a mis au point un protocole de rééducation olfactive. Il a été téléchargé des dizaines de milliers de fois avec l'épidémie de Covid-19. Alors, Raj Gurden, dites-nous, est-ce qu'on perd l'odorat? Est-ce qu'on est privé d'odorat? Est-ce que progressivement on peut le perdre? Est-ce que c'est très brutal? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut définir 2 cas de perte d'odorat. Alors, il y a un cadre assez physiologique avec le vieillissement. Petit à petit, on va perdre nos capacités sensorielles, la vision, l'audition, mais aussi l'odorat. Donc, à partir de, on va dire, de 65 ans, il va y avoir vraiment des pertes olfactives importantes. On ne peut plus sentir notre environnement. On ne peut plus sentir nos proches, on ne peut plus sentir notre parfum, on ne peut plus sentir notre aliment, on ne peut plus sentir les bonnes odeurs du printemps, on ne peut plus sentir les mauvaises odeurs des poubelles. Et tout ça, c'est notre monde olfactif extrêmement riche de tous les jours. Certes, je vous l'accorde, inconscient, mais toujours là et toujours dans la qualité de la vie. On peut l'entretenir? Totalement. Là, pour les personnes qui savent, vous nous dites inexorablement, on va perdre le sens de l'odeur. On peut retarder on comme peut le reste. Totalement retarder. Ah oui. Donc, comme avec le Covid dont on parlera, avec la perte olfactive qu'on peut compenser par un programme de rééducation olfactive, c'est-à-dire s'entraîner à sentir des odeurs différentes tous les jours, on peut faire exactement la même chose avec le vieillissement. Ça va nous aider en fait à réactiver notre nez, nos capteurs, nos détecteurs, on appelle aussi ça des récepteurs olfactifs tout au fond de notre nez. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Ça fait partie du goût de la vie, comme vous dites. Bon, exactement. En plus du sudoku, il faut faire ça avec les huiles essentielles. Bon, donc on le perd au fil de l'existence. Et sinon, est-ce qu'on peut naître sans odorat? Alors malheureusement oui, c'est ce qu'on appelle un peu dans le terme biomédical des anosmiques congénitaux, c'est-à-dire que de façon génétique en fait, on ne va pas avoir ces détecteurs dont j'ai parlé qui sont fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils ne marchent pas. Ces quelques dizaines et centaines de milliers de personnes sont en souffrance parce que comme tous les anosmiques, elles peuvent avoir un problème d'intoxication alimentaire, c'est-à-dire par exemple ne pas reconnaître le lait avarié. Souvent on fait ça, on prend le bidon de lait, on sent et on sait que c'est avarié. Bah là on n'a pas cette capacité. Ou alors sentir le brûlé dans la cuisine ou le gaz, on ne peut plus le faire. Absolument, c'est un handicap majeur. Oui. Cela dit, elles n'ont pas eu la perte. Alors non, parce que c'est ce qu'on voit, c'est la grosse différence, c'est cette émotion en fait exacerbée de la perte de l'odorat chez les personnes Covid, par exemple, du jour au lendemain, mais aussi chez des personnes qui ont eu des accidents, donc des chocs crâniens qui vont... Des accidents purement physiologiques. Totalement. Il peut y avoir le nerf, parce que c'est un nerf. Oui, tout à fait, un nerf olfactif qui va du nez vers le cerveau, et ce nerf-là, il peut être sectionné. Et si jamais il est sectionné, on devient anosmique à cause d'un trauma crânien, par exemple. Et là, catastrophe, on retrouve ce qu'on a vu avec le Covid, c'est-à-dire du jour au lendemain, on perd l'odorat. Et alors là, la qualité de la vie s'en ressent. Alors, comment le virus a touché l'odorat? Regardez cette infographie. Lui, c'est Marcel. Marcel adore les madeleines. Leur odeur suave, leur saveur sucrée et citronnée. Mais depuis qu'il a eu le Covid-19, Marcel ne sent plus rien. Pourtant, il n'a pas le nez bouché. Alors que se passe-t-il dans les narines de Marcel? Regardez ici, la fente olfactive est enflée et bloquée. C'est cette partie du nez qui est responsable de la perception des odeurs. En effet, dans cette zone appelée épithélium olfactif, se trouvent habituellement les cils qui permettent la détection des molécules odorantes par les neurones sensoriels. Mais ceux de Marcel ont disparu. Pas étonnant qu'ils ne sentent plus rien. Certaines cellules de l'épithélium ont été infectées par le virus, ainsi que des neurones olfactifs. Mais comment le SARS-CoV-2 s'est-il frayé un chemin jusqu'ici? D'après une étude de l'INRAE, ce sont les cellules de soutien qui servent de porte d'entrée au virus. Elles sont les seules à exprimer les récepteurs nécessaires au SARS-CoV-2 pour pénétrer dans les cellules. La réponse immunitaire à l'infection prend la forme d'une inflammation qui peut, elle aussi, causer des dégâts dans l'épithélium olfactif. Marcel mettra d'autant plus de temps pour recouvrer son odorat qu'il en faudra à l'inflammation pour se résorber et aux cellules pour se régénérer. Alors on voit comment le virus attaque l'odorat et quand on a un Covid long qui s'accompagne d'une anosmie longue, c'est très perturbant. C'est extrêmement perturbant parce que ça revient à tous les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, des accidents qui peuvent arriver, des dépressions qui peuvent se développer, une insécurité sociale. Imaginez même que je ne me sens plus, c'est-à-dire je ne sens pas là sur ce plateau si je sens ma sueur.
par exemple. Donc du coup, c'est très très perturbant pour quelqu'un de ne pas se sentir... Dans la relation sociale, totalement. c'est très handicapant. Alors ce qui me fascine depuis qu'on a commencé cette émission, c'est que vous nous parlez de choses qui existent depuis longtemps, mais c'est totalement sous-traité. Oui. Mais complètement sous-traité. Oui, C'est français d'ignorer cette pathologie à ce point ou... En tout cas, c'est un paradoxe français. Au pays de la parfumerie, de l'onologie, de la gastronomie, avec tout ce qu'on voit en plus à la télé comme émission, c'est très très paradoxal de ne pas avoir un intérêt de la population pour ce sens-là. Et c'est étonnant parce que par exemple en Allemagne ou en Angleterre, il y a des centres d'études de l'olfaction qui sont plus avancés. Alors on a un peu rattrapé le retard avec le Covid, mais voilà, c'était un paradoxe français qui s'efface un petit peu maintenant. Oui, et puis on a quand même voulu, avec Marianne Cazot, journaliste d'État de santé, comprendre pourquoi c'était considéré un peu comme secondaire, ou en tout cas, bon, finalement, pas un handicap. Reportage à Lyon signé Marianne Cazot. Renoncer à son odorat, plutôt qu'à son téléphone portable. Voilà ce que plus de la moitié des jeunes Américains affirmaient préférer dans cette étude de 2011. Ce sens est souvent perçu comme subalterne. C'est aussi ce que pense Aurélia, jusqu'à ce qu'elle attrape le Covid-19 il y a 1 an. Lait de coco, gingembre, de ce plat qui mijote, Aurélia ne sent rien. Ni l'odeur alarmante du gaz, ni même celle de son fils quand elle l'embrasse. Aurélia espère retrouver peu à peu les plaisirs de l'odorat. Elle a pris conscience de la valeur de ce sens. En fait, il faut le perdre pour se rendre compte à quel point on a eu la chance jusqu'à présent de pouvoir respirer toutes les odeurs du monde sans cesse. La vie a quand même moins de saveurs, moins de goût, moins de saveurs. L'odeur des proches est un manque énorme. Et puis après, c'est de se rendre compte à quel point on croise toute la journée des odeurs. Quand il n'y a plus du tout ça, il y a un côté où on est extrêmement en fait, isolé. La sensation d'être vraiment dans une bulle. Mais alors, pourquoi l'odorat est-il sous-estimé? L'un des responsables, c'est lui, Paul Broca. Au XIXe siècle, ce spécialiste de l'anatomie du cerveau a comparé les bulbes olfactifs humains à ceux des différentes espèces. Résultat, il nous a classés dans la catégorie des anosmatiques, animaux dont l'olfaction est peu développée. Et voilà comment il l'expliquait. L'homme trouve dans ses autres sens et dans son intelligence des ressources qui diminuent notablement l'utilité de l'odorat. Mais c'était une erreur. Il faut dire que Paul Broca ne disposait pas des outils de ce centre de recherche lyonnais. Donc vous allez être installé dans ce scanner à IRM qui permet de mesurer l'activité de votre cerveau. Pendant cette IRM, cette volontaire devra sentir des fragrances et indiquer si elle les trouve agréables ou non. L'équipe de Mustapha Ben Safi a mené cette expérience sur 30 personnes. Et voilà ce qu'il se passe dans notre cerveau lorsque nous sentons une odeur déplaisante. Nos fameux bulbes olfactifs se trouvent dans cette zone en couleur. Mais elle n'est pas la seule à être activée. La perception olfactive, c'est pas qu'une histoire de région olfactive. Ça va bien au-delà. L'odeur, elle recrute les régions du système émotionnel, voire les régions du système de la mémoire ou des mémoires. Et également, de temps en temps, on a besoin de se représenter l'odeur avec d'autres formes sensorielles. Comme ici, avec le cortex de la vision. Sentir stimule donc bien plus que notre simple odorat. Plus méconnu encore. Les odeurs peuvent même nous permettre de communiquer nos émotions. Exemple avec ce jeune cobaye qui regarde des vidéos humoristiques. Les odeurs corporelles émises pendant cette activité agréable sont collectées sur son t-shirt, préparées et diffusées à travers ces tubes jusque dans le nez de cette autre participante. Elle ne sait pas à quoi elles correspondent, mais voici les réactions observées. On voit un bon pic ici du muscle zygomatique. Et a priori, ça c'est plutôt une odeur qui a été plaisante pour la personne. L'expérience montre qu'une forme de contagion des émotions a lieu à travers les odeurs corporelles. Mais le plus intéressant pour Stéphane Richard, c'est que tout cela se fait sans qu'on s'en rende compte. Quand on demande aux personnes qu'est-ce qu'elles sentent ou est-ce qu'elles ont senti quelque chose, ces personnes-là nous disent qu'elles n'ont rien senti et pourtant il y a quand même un effet derrière. C'est le sens qui en fin de compte est le plus mystérieux, c'est quelque chose qui agit de manière non consciente sur beaucoup de nos comportements, on n'est pas forcément conscient de ce que ça fait sur nous.
Voilà pourquoi Aurélia ne s'attendait pas à voir son quotidien changer autant en perdant l'odorat. Mais à l'avenir, ce sens sous-estimé sera peut-être mieux compris grâce aux chercheurs. On n'a aucune conscience de ce que ce sens nous importe, à quel point ce sens nous importe. Et là, on voyait dans le reportage cette mère qui ne sent plus son enfant. Voilà, imaginez la tragédie d'une maman qui ne peut plus sentir ses enfants, reconnaître les bonnes odeurs de ses enfants qu'elle connaît depuis bébé. Donc en plus, elle a cette vision temporelle du développement de son enfant avec des odeurs qui sont caractéristiques du développement de son enfant. Et tout d'un coup, elle est privée de ça du jour au lendemain. Donc c'est la catastrophe absolue, c'est un drame en fait. Est-ce qu'on a plus ou moins d'odorat selon les individus à la naissance? L'aîné, par exemple, on parlait de parfumerie tout à l'heure. Ce sont des personnes qui ont un nez particulièrement développé? Oui. Alors là aussi, problème sémantique, on les appelle des nez, mais ils ne sont absolument pas des nez dans le sens où ils auraient un nez hyper développé. C'est plutôt leur cerveau et leur apprentissage de leur métier et leur connaissance des différentes molécules odorantes dans les parfums qui font ça. Et ils vous le disent très bien. On pourrait tous être des nez alors, en travaillant? Sûrement pas des nez voilà, pour les grandes marques de parfumerie, mais on peut avoir un nez très très développé avec une connaissance en fait fin des vins, des parfums, etc. Et c'est par l'entraînement et l'apprentissage que les nez deviennent nés. Je vais chez un médecin généraliste, je dis que j'ai perdu l'odeur, il ne peut rien faire pour moi. Chez un généraliste pur, non. Il peut vous orienter vers un ORL. Mais c'est un ORL, c'est l'ORL, et eux, ils savent prendre en charge l'anosmie. Alors, c'est leur rayon. Malheureusement. C'est leur rayon à la base, mais comme on l'a dit tout à l'heure, avant la pandémie, en France, la prise en charge ORL était très très faible. Et malheureusement, il y avait ce qu'on appelle une errance médicale dans le milieu de la santé. C'est-à-dire que les personnes allaient de médecin en médecin sans avoir de solution. Et effectivement, l'anosmie était même pas très bien considéré dans les milieux ORL. Donc du coup, la pandémie a aussi fait du bien dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans la prise en charge des malades. Exactement. Et on va voir dans le reportage de Marianne Cazot à Nice, maintenant, qu'il y a même des consultations qui ont été créées, dédiées à l'anosmie, ce qui était absolument inenvisageable avant. Pour votre spécialité, quand même, il y a un avant et un après Covid. Tout à fait. Regardez le reportage. Les troubles de l'odorat peuvent être très déstabilisants. Je sens rien. Là, vous sentez rien? D'autant plus lorsqu'ils durent depuis 8 mois, comme pour cette patiente. Alors, la prise en charge est urgente. Monsieur Simonotti? Oui, bonjour. Bonjour. Depuis le début de l'épidémie, ce médecin voit les patients anosmiques défiler dans sa consultation ORL. Celle-ci est la 9e de la matinée. On a été carrément obligé de créer une consultation dédiée aux troubles olfactifs à laquelle nous participons ce matin, puisque avant, c'était les pertes olfactives complètes comme ça, c'était rarement plus de 10 patients par an. Et là, vous voyez qu'on dépasse largement les 10 patients par semaine. Pour organiser cette nouvelle prise en charge, il a fallu s'équiper en tests olfactifs et faire appel aux rares praticiens qui s'intéressaient déjà à l'odorat au CHU de Nice. Venez, vous allez vous installer ici, bien confortablement. Cette spécialiste en neurosciences est chargée de préciser le diagnostic de l'ORL, grâce à des tests plus poussés de perception olfactive comme celui-ci, mais aussi de mémoire et de langage. Église ou château? Église. À l'arrivée de l'épidémie de Covid-19, cela faisait déjà 3 ans qu'elle travaillait sur les troubles de l'odorat. Dans son petit bureau, avec des kits faits maison comme celui-ci. À l'époque, c'était un sujet qui intéressait peu la médecine. C'est une autre odeur, Madame Antoine. Non. Il y a quelques orthophonistes qui l'utilisaient un petit peu. Il y a quelques ORL qui travaillaient sur l'olfaction. Il y avait des laboratoires de recherche aussi qui travaillaient sur l'olfaction. Mais globalement, en France, on se comptait sur les doigts des 2 mains, quoi. C'était assez restreint. On travaillait sur un sujet qui était un sujet très passionnant, mais qui était un sujet de niche. Son expertise a permis de proposer rapidement des solutions aux patients, souvent de la rééducation olfactive à domicile. Je recommande au docteur Van der Steen de vous mettre sur un programme de stimulation de l'olfaction périphérique. Cette méthode existait déjà avant l'épidémie. Mais c'est avec des centaines de consultations de suivi, comme celle-ci,
et autant de données qualitatives que les médecins ont pu mesurer son efficacité et ses faiblesses. Par rapport au premier bilan que vous avez eu avant la rééducation olfactive, il y a un bénéfice, mais qui domine principalement sur la perception des odeurs. Sur le fait de différencier les odeurs, où la fin c'était un petit peu plus difficile. Et l'identification des odeurs, ça n'a pas tellement progressé. Face à des résultats mitigés comme cela, il a fallu développer une nouvelle méthode de rééducation olfactive, mieux adaptée au Covid long. Et cette patiente pourrait en bénéficier lorsque l'essai clinique commencera. Un projet rendu possible par le mécénat d'un grand industriel du parfum. C'est incroyable à quel point les choses vont vite désormais parce qu'on donne une priorité à un problème mondial et donc on libère des fonds. On peut y voir un bien dans l'horreur de la pandémie, c'est de pouvoir accéder plus facilement à des voies de recherche, à des voies de traitement que quelque chose qui en temps normal aurait intéressé que 5% de la population et donc que 5% des financeurs. La prise en charge s'améliore donc grâce à ce nouveau coup de projecteur et elle se pérennise. Les praticiens se forment, comme cette stagiaire auprès de Magali Pen. Un département spécialisé dans l'olfaction va même voir le jour ici, au CHU de Nice. Voilà qui pourrait profiter aux personnes anosmiques de longue date. Pour ces patients, la crise du Covid-19 pourrait aussi être synonyme d'espoir. On mesure l'importance que l'odorat a maintenant, beaucoup plus depuis la pandémie, c'est vrai. Est-ce qu'il pourrait y avoir du dépistage? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Alors, dépistage chez l'enfant, par exemple, ça n'existe pas. Mais c'est tout à fait envisageable parce qu'il y a des protocoles en fait dans les cabinets ORL qui sont développés que l'on pourrait adapter en médecine générale ou en pédiatrie pour quand l'enfant en fait a ses tests visuels ou auditifs, on pourrait insérer en fait un test olfactif pour pouvoir savoir si son odorat marche normalement ou pas. Alors, c'est la question que vous avez voulu poser à un député, puisque c'est la règle dans l'émission. Quand est-ce qu'il y aura, dans les premières visites médicales pédiatriques, ce type de test? Et c'est Jérôme Nury, député LR de l'Orne, qui vous répond. Il faut que ce test soit pris en charge par l'assurance maladie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va faire des tests ORL, on ne peut pas codifier finalement pour une prise en charge assurance maladie d'un test qui va être lié à l'anosmie ou à l'agusie. Donc là aussi, j'ai interpellé le ministre de la Santé, à la fois par des questions écrites, mais également par un courrier bien spécifique. Et les ministres peuvent prendre beaucoup de temps pour répondre. Donc là, on vient de le relancer. Et donc j'espère qu'on aura une réponse et puis un peu précise et surtout avec un planning qui nous permettrait peut-être éventuellement de déposer une proposition de loi ou en tout cas d'aller plus loin de manière législative pour forcer le gouvernement à se pencher sur ce sujet. Je pense que quand même le Covid, pour le coup, va peut-être aider à cette prise de conscience. Donc il faut que l'on continue à faire du lobbying auprès du ministre, auprès du ministère pour se faire entendre. Bon, comme on dit, il a l'air d'être sur le coup. On verra, mais on se dit que c'est évident qu'il faut des tests de dépistage. C'est assez simple à faire. Oui, c'est assez simple à faire. Et je pense qu'il y a deux aspects qui peuvent intéresser M. Véran, notre ministre de la Santé. D'abord, il est neurologue. Donc je pense que ce qui a rapport avec les neurosciences et la bonne santé de la qualité de la vie des personnes au niveau cérébral et social, ça l'intéresse. Et deuxièmement, de point de vue simplement économique, ça peut intéresser toute la société parce qu'avec une médecine de prévention, on va éviter tous les accidents dont on a parlé depuis tout à l'heure. Et ça, c'est un gain économique pour la sécurité sociale et les assurances qui n'est pas négligeable. Quand on a un trouble de l'humeur, quand on ne se sent pas bien, qu'on est déprimé, etc., est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il faudrait avoir le réflexe d'interroger, entre guillemets, son odorat? Oui, ça s'appelle l'aromacologie, c'est-à-dire le fait, en fait, de se refaire du bien émotionnellement par la stimulation de certaines huiles essentielles qui sont connues depuis très très longtemps pour être bénéfiques, en fait. Et là aussi, ça a été plutôt tardivement qu'on a étudié ça au niveau cérébral, parce que on se disait c'est des recettes de grand-mère, certes efficaces, mais sans fondement scientifique. Et petit à petit, là, on commence à comprendre ces recettes de grand-mère, comment elles agissent sur le cerveau et peuvent effectivement faire beaucoup de bien à des personnes qui ont des troubles de l'humeur. Monsieur Gurden, qu'est-ce qui vous a pris de vous occuper de l'odorat? Je pose la question comme ça en souriant, mais
C'est rare un spécialiste de l'odorat, on voit à quel point c'est important, c'est précieux. Et vous, comment ça s'est passé? Je suis parti aux États-Unis pour faire ce qu'on appelle une période post-doctorale. J'étais à New York dans un laboratoire qui s'occupait en fait d'olfaction. Et moi, je venais du domaine de la dopamine et du plaisir. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir un pont en fait entre justement l'olfaction et ces molécules et ce plaisir? Et c'est là où j'ai commencé en fait aux États-Unis. Et alors c'était génial parce que j'étais dans une équipe internationale avec japonais, indiens, allemands, etc. Et on avait tous nos préférences olfactives très très marquées culturellement. Et c'est là où on voit aussi la richesse de l'olfaction dans chaque pays, dans chaque continent, avec une culture et une société qui est bâtie aussi autour de ce sens primordial. Alors pour conclure, vous, votre rêve, c'est quoi? C'est qu'on développe une culture de l'olfaction? Ah oui, je pense que c'est une nécessité absolue. C'est un sens qui est tellement bénéfique pour tellement de paramètres dans nos vies de tous les jours que ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Pas très cher, hein, des huiles essentielles, ça coûte pas très cher. Et donc ça enrichit la vie en émotions, en mémoire, en dialogue, parce que dès qu'on sent une odeur, on a tendance à discuter en fait ensemble. Donc du coup, c'est aussi un médiateur du lien social et du dialogue social. Ben merci beaucoup, hein, parce que la connexion que vous nous avez aidé à faire entre l'odorat et l'émotion, toutes les émotions qui nous traversent, vous parliez de la Madeleine de Proust, c'est quand même universel, et sans doute c'est plus l'odeur qui inscrit ce souvenir d'enfance dans sa mémoire que strictement le goût. Tout à fait. C'est passionnant. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans État de santé. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé.